chefs. C'est tout. Nous avons aussi un autre slogan, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Et on peut avoir les meilleurs armements du monde, s'il n'y a pas de chef, ça sera la débandade. Je constate aussi qu'il faut encore une fois attendre le pire pour réagir, au lieu de pro-agir, au lieu d'agir avant, au lieu de réfléchir. Il n'y a pas au niveau de l'État de réflexion stratégique, manifestement, de réflexion prospective, envisager les menaces futures et agir avant. Et notre invité aujourd'hui est le général Antoine Martinez. Mon général, bonjour. Bonjour Martial Bill. Vous avez fait toute votre carrière dans l'armée de l'air. Vous avez retrouvé depuis plusieurs années votre liberté de parole, exprimée notamment à travers de très nombreuses prises de parole, très nombreux écrits, et aussi d'ailleurs un ouvrage qui s'intitulait « Devoir d'expression d'un citoyen pas ordinaire ». Et depuis l'apparition de cet ouvrage, vous avez poursuivi votre engagement en prenant la coprésidence des volontaires pour la France. Alors, est-ce que c'est un mouvement de plus ou est-ce que c'est une vraie novation ? Écoutez, nous le verrons. Vous connaissez la situation à laquelle notre pays est aujourd'hui confronté. Et cette organisation qui est toute récente, cette association qui est en phase de montée en puissance, nous avons souhaité, rassembler les patriotes et briser l'isolement de ces Français qui sont aujourd'hui bousculés, exaspérés, et qui considèrent que le pays va droit dans le mur. Donc notre souhait à la création de cette association, c'est de briser l'isolement de chacun et de rassembler le plus grand nombre de Français qui pourraient nous suivre. Notre intention est de peser le plus possible sur le monde politique et d'avoir une influence compte tenu de l'évolution catastrophique de la situation aujourd'hui de notre pays. Alors, comme je le dis, c'est en voie de monter en puissance. Nous venons élaborer nos statuts, et donc voilà, nous sommes en phase de montée en puissance. Association politique ou apolitique? Alors, réservée aux militaires? Elle est apolitique. Ou à tous? Non, c'est une association apolitique qui n'a pas de vocation électorale de soutenir tel ou tel candidat. C'est simplement rassembler les patriotes pour défendre finalement le but final, si vous voulez, c'est la lutte contre l'islamisation criminelle de la France aujourd'hui, contre laquelle nous sommes engagés et contre laquelle nous battrons, parce qu'il faut le savoir, nos gouvernants et nos politiques depuis de nombreuses années maintenant sont en plein délire, en plein déni des réalités, et la situation aujourd'hui n'est pas seulement préoccupante, elle est grave, elle est même très grave. Alors, pour votre engagement, notamment contre l'islam, vous subissez des menaces, et de manière quand même assez surprenante, des menaces de sanctions de la part de votre ministère d'origine, le ministère de la Défense, ex-ministère des Armées. Disons, c'est de façon indirecte, effectivement. Si vous vous souvenez, les fameuses journées européennes qui avaient été organisées au début de l'année 2016, au mois de février, il y avait l'affaire des 4 villes, des 5 villes qui avaient organisé ces manifestations le 6 février dernier. Il y en avait 2 dans le sud, Montpellier, Bordeaux. Les manifestations avaient été autorisées, et il y en avait 2 dans la partie nord de la France, Saint-Brieuc et Calais, pour lesquelles la manifestation avait été interdite. Et il y en avait une 5e qui se déroulait le 7 à Rungis,
à laquelle j'avais été invité, à laquelle j'ai participé. Et donc le 6, à Calais, le général Picmal avait diffusé un communiqué la veille pour dire « je serai à Calais ». Et il y était effectivement. Et comme chacun le sait, il a été arrêté puisque la manifestation a été interdite. Cela dit, je rappellerai tout de même qu'il n'a pas été arrêté ni par des gendarmes, ni par la police nationale, mais par des policiers locaux qui avaient probablement reçu l'ordre de l'arrêter dès la veille, puisque, sachant qu'il se déplaçait, il fallait l'empêcher de parler. Je rappelle également que, selon la tradition, si je puis dire, lorsqu'il y a une manifestation et qu'elle est interdite, l'officier responsable du maintien de l'ordre fait des sommations pour disperser les manifestants. Il y a eu une première sommation, il y en a 3 normalement. Une première, à la deuxième, le général Picmal a demandé à la foule de se disperser. Et c'est pendant la dispersion qu'il a été arrêté. Alors, ça m'a valu effectivement, parce qu'à la suite de cela, j'avais écrit un éditorial intitulé « La colère et le courage », dans laquelle je reprenais un petit peu le déroulement de ces affaires. Et on m'a reproché d'avoir pris la défense de façon polémique, défense du général Picmal, et de critiquer la politique du gouvernement dans la gestion de la crise migratoire à Calais. J'ajoute que dans les jours qui ont suivi, si vous vous souvenez, nous avons écrit une lettre ouverte au président de la République, signée par 5 personnes, 5 personnalités, dont 3 généraux, qui s'adressaient au président de la République en lui disant, en lui rappelant que la Constitution, dans son article 5, le faisait le garant de l'intégrité du territoire national et que les clandestins devaient être expulsés. Alors, si vous voulez, tout cet ensemble a fait que j'ai reçu, bien sûr, un rappel à l'ordre, des menaces de sanctions qui, bon, aujourd'hui... Des sanctions de quel ordre ? Radiation de ma situation de général en 2e section. C'est-à-dire la mise à la retraite. Pour un général, une retraite, le général n'est jamais en retraite, il est en 1re section, c'est-à-dire en activité, ou en 2e section lorsqu'il quitte l'activité, mais il est toujours à la disposition du gouvernement en cas de besoin. Et donc la mise à la retraite ne peut relever soit d'une demande personnelle pour des raisons individuelles, ou alors c'est une sanction disciplinaire. Voilà. Vous avez pris peur ? J'étais un peu inquiet, bien sûr, parce que, imaginez, c'est évident. Mais bon, j'avoue que pour l'instant j'attends, cela remonte au mois de mars dernier, à la fin du mois de mars. Pour l'instant, voilà. Cela dit, j'ai appris tout à fait récemment que le général Picmal avait été radié tout récemment, ça date du 12 septembre. Donc il est bien passé en conseil de discipline, même si le tribunal l'a relaxé. Quand vous êtes venu à TV Liberté, c'était il y a 1 an de cela, il y avait 5 tentatives d'attentats terroristes qui avaient été déjouées, un attentat bien sûr qui avait été perpétré, celui de Charlie Hebdo, perpétré par des islamistes sur le sol national bien sûr. Et vous m'aviez affirmé à l'époque que les services de renseignement français étaient parmi les meilleurs au monde. Force est de constater qu'ils n'ont pas pu empêcher malheureusement les attentats de novembre, ceux de Nice, de Saint-Pierre-de-Rouvray et malheureusement de beaucoup d'autres. C'est vrai. Cela dit, comme je vous l'avais dit aussi, le renseignement, je connais tout au moins la partie du renseignement militaire, mais le concept, le déroulement des actions, des opérations est le même. Est-ce que vous avez travaillé dans le renseignement militaire ? Bien sûr. Le renseignement, nos spécialistes ont beaucoup de mérite parce que si on écoute d'ailleurs le ministre de l'Intérieur récemment, il y a une multitude d'attentats qui ont été déjoués, ce qui prouve tout de même que nos services de renseignement fonctionnent bien. Cela dit, comme je l'avais dit il y a à peu près 1 an, l'information existe à un certain moment et qui décide d'engager une action ou pas? Ce n'est pas le monde du renseignement, ça c'est le problème du chef.
En l'occurrence, en ce qui concerne ces affaires, le chef, eh bien, ce sont les gouvernants. Voilà. Mais il y a un vrai problème parce que nos spécialistes, tout férus et experts qu'ils puissent être, compte tenu de l'évolution de la menace, ils vont être très rapidement dépassés. On ne pourra pas suivre tous les djihadistes potentiels, c'est impossible. Donc, quand je disais tout à l'heure que la situation non seulement est préoccupante aujourd'hui, mais qu'elle est grave, c'est la réalité. Pour vous, c'est vrai donc, comme vous venez de le dire, que le problème est plus politique. Et de votre point de vue, tout ça démontre quand même l'incapacité du pouvoir, particulièrement du président de la République, à faire face au défi d'être finalement, comme vous le rappeliez dans ce courrier avec adressé au président de la République avec des signatures de 5 personnes, dont 3 généraux avec vous, c'est vous lui reprochez finalement de ne pas être capable d'être le garant de l'intégrité du territoire. C'était très clair dans les termes employés, bien évidemment. Et on le voit avec les derniers attentats de cette année, à Nice par exemple, à Saint-Étienne-du-Rouvray par exemple. Le président de la République continue à considérer, à se réclamer de l'état de droit pour nous dire finalement qu'il ne peut rien faire. Moi, je considère que nous sommes en guerre. D'ailleurs, c'est lui-même qui l'a déclaré. Si nous sommes en guerre, il faut à ce moment-là appliquer des mesures. Il ne faut pas avoir peur des mots, des mesures d'exception. Il a décidé avec son gouvernement de déclarer l'état d'urgence. On aurait pu le faire dès les attentats de Charlie Hebdo. On a attendu la fin de l'année avec le gros attentat du 13 novembre à Paris, ce qui veut dire qu'on a perdu pratiquement une année alors qu'on aurait pu déclencher l'état d'urgence après l'attentat de Charlie Hebdo. On ne l'a pas fait. Mais cet état de droit, vouloir se réclamer en permanence de l'état de droit, voilà, l'état d'urgence, il faut bien le reconnaître, c'est un régime d'exception. Alors appliquons l'état d'urgence tel que prévoient les textes. Et moi, pour ma part, je considère que cet état de droit sur lequel le président essaie de s'accrocher est un état de faiblesse. Dans la gouvernance, oui. L'état de droit est un état de faiblesse. Et cet état de faiblesse, pour aller plus loin, cet état de faiblesse conduit en fait à un état de non-droit. Et le résultat, c'est la multitude de Molenbeek, par exemple, que nous avons sur le territoire français. Voilà. En fait, sur ce débat de l'état de droit, il y a un vrai débat qui s'est installé dans le pays. Il y a un autre débat aussi, qui est celui de la compatibilité de l'islam avec la République. Et là aussi, vous avez choisi votre camp. Oui, en fait, je crois qu'il n'y a pas de choisir son camp. C'est une expression un peu particulière. Mais là, il s'agit quand même de l'avenir non seulement du peuple français, de la France, de la nation française, mais de l'Europe tout entière aujourd'hui. On le voit bien avec tous les événements, la crise migratoire, cette invasion migratoire qui a commencé dès le printemps arabe, il faut le rappeler. Le printemps arabe remonte à décembre 2010, mais dès le début de l'année 2011, on a vu l'afflux de clandestins par la voie méditerranéenne, dans un premier temps. Et donc, voilà, cette crise migratoire qui, pour ma part, est quand même une attaque sans précédent des nations européennes. C'est quelque chose que nos politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, de droite ou de gauche, n'ont encore pas intégré, à mon avis. Parce qu'il faut quand même se souvenir que l'État islamique, dès la fin de l'année 2014, avait promis 500 000 migrants. Mais on est loin des 500 000. Il a dépassé largement son objectif, l'État islamique, puisque sur la seule année 2015, comme vous le savez, il y a eu plus d'1 million de clandestins. Voilà.
Vous avez signé avec deux autres généraux, on en parlait à l'instant, le général Coursier et le général Duverdier, donc une lettre ouverte adressée au président de la République. Et vous avez parlé de capitulation de l'État. Et pour vous, le caractère emblématique de cette capitulation se situe à Calais, dans cette zone de non-droit. Mais vous avez entendu que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé le démantèlement de la jungle. C'est donc le respect de l'État de droit. Et c'est aussi le règlement du problème d'une zone de non-droit. Mais je vais vous décevoir. Ce n'est pas le respect de l'état de droit. Parce que le respect de l'état de droit, en fait, l'état de droit est un des principes qui caractérisent la démocratie. Ça veut dire un pays a des frontières. L'état de droit, c'est le respect des frontières et le respect des lois. Or, dans le cas présent de Calais, on doit être aujourd'hui à plus de 12 000 clandestins sur le site, dans cette fameuse jungle. L'état de droit serait d'expulser tous ces clandestins. Pour demander l'asile, il y a chaque année, c'est de l'ordre de 80 000 demandes d'asile en France. Elles sont faites dans la procédure, je veux dire, dans les règles de l'état de droit. Là, ce n'est pas le cas. Ces clandestins ont pénétré de façon illégale sur le territoire français. Ils doivent donc être expulsés. Et quand j'entends un certain nombre de politiques dire oui, c'est une bonne solution, non, ce n'est pas le respect de l'état de droit. C'est ne pas respecter la loi, ne pas respecter la Constitution. D'autant qu'on va les répartir dans différentes communes où les habitants sont excédés et n'en veulent pas. Il faut bien que nos gouvernants soient conscients du fait que là, ils utilisent la force pour imposer un certain nombre de choses que les Français ne veulent pas. Alors moi, je serais tenté de dire, comme le président de la République lui-même l'a dit après l'attentat de Nice, à l'occasion d'une déclaration, il était au Portugal dans les jours qui ont suivi, il appelle les Français à la résistance. Alors moi je dis, chiche, prenant le président au mot. Entrons en résistance. Mais résister, ça veut dire se défendre et s'opposer par la force. Donc, si le gouvernement veut imposer, parce que ça va se dérouler d'ici la fin de l'année, on ne sait pas trop encore comment les choses vont se passer, mais quand on suit certaines réunions et qu'on voit les réponses que le préfet ou ses représentants, les représentants de l'État donnent aux gens qui sont présents et qui posent des questions très précises, il y a de quoi s'inquiéter. Je pense qu'on peut s'inquiéter. Je notais, moi, les généraux avec qui vous avez signé cette lettre ouverte au président de la République. On parlait à l'instant du général Picmal, on pourrait parler du général Tauzin et de beaucoup d'autres généraux qui s'élèvent contre la situation du pays, qui considèrent que la France est en danger. Et dans l'histoire de France, des généraux qui se sont levés jusqu'au XXe siècle pour entrer en résistance. Est-ce que vous n'êtes pas finalement que des généraux de la parole, pas des généraux de l'action ? Oui, bien sûr. Le problème, c'est que, comme vous le savez, nous sommes quand même en démocratie et que les forces armées sont un outil à la disposition du gouvernement, puisque le chef de l'État est élu au suffrage universel. C'est donc le résultat d'un vote tout à fait légitime. Mais il faut... la situation aujourd'hui est telle qu'il va bien falloir que nos politiques, et là nous sommes en pleine campagne électorale pour les prochaines présidentielles, prennent conscience aujourd'hui du danger. Alors, c'est vrai que moi je reçois des messages, des lettres de certains de mes lecteurs qui s'étonnent, parce qu'on vous dit qu'il y a un certain nombre de généraux qui parlent, c'est vrai, mais qui me disent que les généraux en deuxième section, il y en a quand même quelques-uns assez nombreux, rares sont ceux qui s'engagent et qui font passer ce message. Alors, voilà, au niveau de nos forces armées, les gens qui sont d'actives, là, pour le coup, ils sont véritablement bien soumis au devoir de réserve, même si nous, en deuxième section, on l'est également, mais
à des degrés différents. Mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut peut-être faire comprendre à nos dirigeants politiques, c'est que les forces armées exercent un sacerdoce au service, avant tout, au service du peuple, quels qu'en soient ses représentants, qui sont élus par la nation, certes, mais le sacerdoce exercé par les forces armées, c'est au service tout d'abord du peuple. Et aujourd'hui, la situation évolue dans un sens, vous parliez tout à l'heure du camp contre l'islam, mais le problème aujourd'hui, c'est bien l'islam. Ce n'est pas l'islamisme, c'est l'islam. Quel regard portez-vous sur le général Tauzin, par exemple, qui cherche, lui, à être candidat à l'élection présidentielle pour faire avancer les choses? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne démarche? Le problème, c'est que moi, je l'ai déjà écrit aussi, lorsque, à l'occasion d'une interview où j'évoquais un certain nombre de personnalités qui pourraient éventuellement rassembler les Français à l'occasion de la prochaine élection. Et je disais que, après tout, pourquoi pas un militaire? Et donc, c'était avant même que j'ai connaissance du fait que le général Tauzin se présentait. J'avoue que les idées qu'il défend, moi, je soutiens tout à fait les propositions qu'il fait. Le vrai problème, c'est que dans cette démarche, c'est très très difficile. J'admire son courage pour s'être engagé dans cette voie, mais le handicap, l'obstacle, je dirais, c'est de ne pas avoir encore pour l'instant d'un parti politique. Parce que sans parti politique, on le voit bien, c'est une machine de guerre qui se met en route, qui se met en place pour un candidat. Et voilà, je crains que sa candidature, je ne dis pas divisera d'autres possibilités de se porter sur un certain nombre d'autres candidats, mais je ne dis pas non plus qu'elle est vouée à l'échec, loin de là, puisque nous avons encore devant nous 6 mois. Mais je sais qu'il est très honnête et très sincère dans sa démarche. Donc voilà, une démarche très difficile. Est-ce que vous allez voter à la primaire? À droite ou de la gauche, je ne sais pas. Au départ, je n'avais pas du tout l'intention de voter à la primaire. Non, primaire de gauche... ça me paraissait exclu, mais je l'ai dit quand même pas. Voilà, souci d'honnêteté. Tout à fait exclu. Primaire de droite, je me suis posé la question et je pense que j'irai. Cela dit, là aussi, moi je considère que les partis politiques, et c'est un des aspects qui fait que les citoyens en ont assez de l'action des partis politiques qui ne travaillent pas pour la France, finalement. Ce sont des écuries qui ont des jockeys et il faut gagner la course. Mais pour faire quoi? Alors, moi je veux bien qu'on organise des primaires. Cela dit, ce n'est pas du tout dans l'esprit de la Ve République. La gauche a fait des primaires en 2011, avant l'élection de 2012. On a vu le résultat. Le résultat, bon, je suis désolé, je ne devrais peut-être pas le dire, mais on a eu le plus mauvais. Il faut le reconnaître. Vous allez finir par être radié. L'état de droit, c'est de l'état de faiblesse dans le cadre de la lutte contre l'islam, mais je rappelle contre l'islam, et qui mène à l'état de non-droit. Et que fait la droite cette fois-ci, 5 ans après? Elle organise des primaires. Ne retenons pas les enseignements de la primaire de gauche. On aura donc le plus mauvais. C'est assuré. Vous allez voter pour qui alors à cette primaire? Le moins mauvais peut-être? J'essaierai, je ne sais pas encore. Mais cela dit... Pensez voter pour Alain Juppé, vous considérez, sur une primaire, quand on a 7 à 8 candidats, le gagnant va avoir combien au premier tour? Mais quand vous dites que vous n'avez pas choisi, par exemple, vous pouvez voter Alain Juppé demain matin, enfin le 20 novembre, je crois. Je ne pense pas. Nathalie Kosciusko-Morizet? Compte tenu du fait que M. Alain Juppé, j'avais écrit une lettre ouverte à M. Alain Juppé en début d'année 2015, après son appel aux Français, où on avait bien compris qu'il commençait à préparer son positionnement pour la présidentielle. Moi, son identité heureuse
nous mènera à l'identité Donc vous avez malheureuse. bien déjà un choix. Il nous reste 1 minute 54. Vous avez déjà fait votre choix, puisque vous avez déjà exclu Alain Juppé. Il vous en reste 7. Ça reste le choix reste secret, si vous permettez. D'accord. Et Voilà. la même chose pour la présidentielle, c'est un choix secret? Ah, pour la présidentielle, ce sera secret, mais pour l'instant, le résultat des dernières régionales, on a bien vu. 2 Français sur 3 votent à droite et 1 Français sur 3 votait à gauche. Et malgré ça, il y a eu 2 régions qui sont tombées, qui ont eu des candidats des Républicains, mais élus par la gauche. Donc, moi, je crains que la prochaine élection présidentielle, nous soyons partis pour 5 ans de plus, pour une élection de moins. Éric Zemmour parlait d'un quinquennat pour rien avec son dernier livre. Moi, je suis persuadé qu'on aura un deuxième quinquennat pour rien. Et la résistance, c'est pas de voter Marine Le Pen en 2017? Je ne me prononcerai pas là-dessus, sur ce sujet. J'ai été un petit peu déçu par je dirais, lors de sa dernière émission que j'ai pu voir il y a à peu près 3 semaines sur TF1 avec Monsieur Boulot, journaliste, où elle a fait une prestation assez intéressante, sauf jusqu'au moment où la question qui fâche a été posée. Considérez-vous que l'islam est compatible avec la République? Voilà. Donc moi, je considère aujourd'hui, et il va falloir, et c'est un peu le but aussi de notre association des volontaires pour la France, et j'engage tous les Français qui sont exaspérés et qui souhaitent défendre l'identité française de nous rejoindre, parce que notre lutte, c'est la lutte contre l'islamisation. Mais cette lutte contre l'islamisation, alors on a tendance à penser que c'est un terme très, très flou, très vague. La lutte devra conduire vers un processus de désislamisation. Et il va falloir expliciter ce qu'est la désislamisation. Parce que on est en train et on l'observe chaque jour, le gros danger de l'islam, c'est la charia. Et ça, il va falloir l'expliquer à nos compatriotes. De plus en plus, et quand je disais qu'il fallait se défendre, s'opposer par la force, il va falloir s'opposer à la construction des mosquées, qui sont des lieux de diffusion de la charia, et non pas un lieu religieux comme une église. Voilà, c'est le danger qui nous attend, et c'est la lutte que nous engageons avec les volontaires pour la France. Voilà, un général engagé contre l'islamisation. Antoine Martinez, mon général, merci. Merci à vous.